Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le point des préparatifs avant le lancement du plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'autres réglages à suivre dans ce journal au terme de la réunion interministérielle présidée ce mercredi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le point de la riposte gouvernementale contre le Covid-19, les derniers chiffres et le fond de guerre, le sort de la pharmacopée traditionnelle. Les réponses du ministre de la Santé publique pour vous dans ce journal. Manaouda Malachi est l'invité. Et puis le point des préparatifs pour un énième plan de décollage de Camerco. Le chef de l'État annonce l'ouverture aux capitaux privés pour sortir l'étoile du Cameroun de la zone de turbulence. Perspective à l'horizon dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Concertation et dialogue permanent autour d'un sujet majeur, la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, présidait ce mercredi une autre réunion interministérielle autour de l'assistance humanitaire et de sa suite du plan présidentiel de relèvement des deux régions. Dans le forum de discussion, les ministres concernés et puis les partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement. Synthèse de cette discussion à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Le pool pris à partir des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est révélateur de l'engagement de l'État du Cameroun à relever les deux régions marquées par plusieurs années d'insécurité. Sous la haute impulsion du chef de l'État Paul Biya, deux importants leviers ont été activés. D'abord, l'assistance humanitaire qui nécessite une action coordonnée sur le terrain de manière à atteindre la population, principale bénéficiaire des initiatives humanitaires enregistrées de toutes parts. Oui, beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de dialogue, de compréhension. Dès lors que les autorités administratives savent que les partenaires vont être sur le terrain. Ensuite, le plan présidentiel de reconstruction et de développement des deux régions, déjà financé sur ressources propres à hauteur de 10% du budget global projeté sur 10 ans. L'apport des partenaires financiers reste attendu, mais les promesses prospèrent. Vous avez les actions humanitaires, les actions de relèvement, le peace building et le dialogue en continu. Voilà les 4 grands blocs qui ont pour objectif, in fine, le retour de la paix. Apporter l'assistance humanitaire d'urgence, relever dans la dignité le niveau des populations victimes, reconstruire la paix et entretenir un dialogue permanent sur les questions d'intervention, tels sont à titre de rappel les grands piliers du plan présidentiel pour un retour définitif à la paix, condition essentielle à la reprise des activités de développement dans cette partie du pays. On peut désormais l'appeler l'accord du 21 juillet, l'entente qui lie le Cameroun et la Guinée équatoriale. Depuis la signature hier des documents, c'était à Sipopo, Malabo, entre les ministres de la Défense des deux pays. L'accord reprécise les contours de la coopération sécuritaire à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Les deux chefs d'État se réjouissent maintenant de cette issue heureuse, suite des réunions des ministres de la Défense entamé ici à Yaoundé il y a 3 semaines. Les nouvelles perspectives de cette coopération avec Steve Tchega et Kembengue qui revient de Malabo. De nouvelles pages dans le parapheur de l'amitié. Un accord signé main sur le cœur. Sous la bannière de cette poignée de main, le lien entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les deux pays l'ont appelé accord de coopération.
toutes nos excuses pour ces caprices de nos machines. Nous revenons dans quelques instants au terme de quelques réglages techniques sur ce reportage de Steve Tchega et Kembenge qui revenait donc sur l'accord signé hier mardi à Sipopo, Malabo, entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Un nouvel accord pour la sécurisation de la frontière entre les deux pays. Si cela n'est pas possible maintenant, dans la suite du journal, une nouvelle race d'entrepreneurs qui entre en scène au Cameroun. Il s'agit de 18 jeunes gens porteurs de projets de création d'entreprises. Ils étaient moulés à la pépinière pilote d'Edea, c'est dans la Sanaga maritime. Le parrain de cette toute première cuvée, le ministre des PME, Achille Basilekin III, leur prescrit exemplarité et excellence. Oswald Modon était à Edea. La machine camerounaise a fabriqué les entrepreneurs, la voici. Un ensemble de bâtiments situés dans la périphérie de la ville Lumière. Les pionniers de la pépinière viennent d'y passer des mois d'apprentissage pour devenir des entrepreneurs dignes de ce nom. J'ai la capacité, après cette formation, de pouvoir créer ma propre entreprise. Aujourd'hui, je peux enfin discuter avec un investisseur. Je peux enfin m'exprimer et négocier mon projet. Normal, puisque leur apprentissage est pluridisciplinaire, entre identification et valorisation du potentiel, mise en œuvre des activités, formation sur les opportunités, réseautage, techniques commerciales et bien d'autres. Tout a été mis à contribution pour en faire des entrepreneurs complets. De quoi réjouir la tutelle. Pour un capital de départ pour les 18 projets que nous avons examinés ici, il s'agit de 5 milliards qui à terme vont déboucher au bout de 5 ans sur près de 102 milliards en termes de chiffre d'affaires. Au-delà de la qualité de ce que nous avons pu déceler dans leur business plan, tout investisseur qui pourrait précisément risquer ses ressources peut se sentir en sécurité. Avec leur sortie solennelle, le cordon ombilical ne sera cependant pas coupé. Les lauréats, bien qu'opérationnels, bénéficieront de l'accompagnement de la pépinière. Les meilleurs d'entre eux ont reçu du ministère des PME des appuis techniques et matériels pour encourager leurs initiatives. Nous tentons de repartir à Malabo pour les nouvelles perspectives qui s'ouvrent à la coopération sécuritaire à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale depuis la signature des documents hier mardi à Sipopo entre les deux ministres de la Défense de ces deux pays. Steve Tchega et Kembenge étaient nos yeux et nos oreilles à Sipopo. De nouvelles pages dans le parapheur de l'amitié. Un accord signé, main sur le cœur. Sous la bannière de cette poignée de main, le lien entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les deux pays l'ont appelé accord de coopération de défense et de sécurité transfrontalier. Le Cameroun s'engage par ma voix à respecter et à mettre en œuvre des clauses. Avec cet accord, les deux pays s'engagent à assurer la surveillance maritime au large de l'océan Atlantique, assurer la collaboration des autorités locales. L'accord chasse la mauvaise humeur et remplace la méfiance par la confiance. Non seulement de renforcer la confiance entre nos deux peuples, mais également de développer davantage nos relations. Dans cette mission de diplomatie militaire, ils ont été reçus à l'issue de la réunion par le président équato-guinéen, son Excellence Théodore Obiang Nguema, satisfait de l'issue heureuse de ce dialogue. La réciprocité du dialogue a pris forme dans l'échange des cadeaux à Sipopo. Le Ceiba, l'arbre protecteur de Guinée équatoriale, a même reçu un bout d'ébène. Une carte aux frontières solidement dessinée par le bronze qui le garnit. Aucun retard à craindre ici au Cameroun. Le projet de loi de finances 2021 sera bien déposé au Parlement dans les délais. L'assurance était donnée ce mercredi par les responsables du ministère des Finances au terme de 2 jours de concertation sur ce projet de budget pour le prochain exercice. Bilan de ces travaux, Cyril Kingembepe. Un discours pour baliser le chemin et 5 exposés conduits par de hauts cadres des ministères en charge des finances puis de l'économie. Les 400 d'acteurs de la chaîne budgétaire peuvent se mettre au travail.
Au bout de 48 heures, les résolutions traduisent leur engagement. Préparer un budget de qualité et à respecter les délais à l'Assemblée nationale et au Sénat. La prise en compte des priorités de l'État qui ressortent du débat d'orientation budgétaire. La crise sanitaire a entraîné un retard dans la préparation de ce document, mais l'essentiel sera tenu. Le vaste programme d'infrastructure pour améliorer notre capacité énergétique et routière, inverser la tendance, importer moins ce que nous consommons. En 2021, la décentralisation devrait être accélérée. L'import-substitution se déployer grâce à un fonds à mettre sur pied et les régions sinistrées avoir un visage nouveau. Dans l'autre actualité, la lutte contre la corruption qui s'affiche au ministère de la décentralisation et du développement local. Le ministre Georges Elanga Obam dévoilait ce mercredi officiellement les plaques portant des messages et qui rappellent la gratuité du service public au sein de cette administration. C'était le clou de l'activité de la session de la cellule anticorruption. Cette activité qui est donc l'une des activités phares dans ce département ministériel. Il s'agissait de tabler essentiellement sur le plan d'action et les stratégies de lutte contre cette gangrène qu'est la corruption, pourvu que les messages ne restent pas que des slogans. Et au ministère de la Culture, c'est le satisfecit pour les coordonnateurs des pôles concours de beauté, arts divinatoires, savoirs matériels et médecine traditionnelle. Tous sont venus dire leur gratitude au président de la République après la promulgation de la récente loi sur les associations artistiques et culturelles. Loi promulguée le lundi 20 juillet 2020. Ils sont allés donc remettre un courrier de remerciement au ministre Bidongpat ainsi qu'une motion de gratitude et de soutien adressée au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Direction le Sud pour vivre la deuxième journée de la visite de travail du ministre des Marchés publics sur les chantiers en cours dans cette région. Retrouvons le ministre Ibrahim Talbamala à l'escale de l'axe Mengon-Saint-Mélima, axe long de 74 km. Cet axe qui laisse entrevoir maintenant la fin des travaux pour décembre 2020, de belles perspectives, à condition de lever quelques hypothèques. Les détails et les précisions, Charles Abessoloba de CRTV Sud. Ultime briefing avant de se lancer sur la route en chantier Mengon-Saint-Mélima. Le trajet se fait au rythme des va-et-vient des engins à fond dans le travail au passage du convoi ministériel. Kilomètre après kilomètre, les techniciens s'activent à boucler les travaux d'ici décembre 2020. Les travaux avancent correctement. Nous sommes à 13 km de Mengon avec les travaux de terrassement. Nous pensons livrer le projet dans les délais. En parcourant le chantier, l'autorité des marchés publics marque plusieurs arrêts, question de s'imprégner des difficultés pouvant entraver la suite des travaux déjà réalisés à 70%. Les indemnisations, on va les achever. Et tout au début, on a assisté aussi au déplacement de la fibre optique qui est aussi en cours pour la Camtel. Et le troisième problème qui demeure, qui est crucial, c'est un problème de paiement. Il est déjà bien adressé et lui aussi se trouvera une solution dans la mesure où ce projet est un projet d'importance qui pourra désenclaver donc Bolova à Saint-Mélima via Mengon. Après avoir dit toute sa détermination à accompagner les hommes sur le terrain pour l'achèvement de cet important projet, le ministre Talbamala s'est engagé sur les tronçons Golban-Zouetele, Zouetele-Nkilzok, puis Meyome-Sala, Mezeu-Saint-Mélima pour s'assurer de la qualité de ces routes déjà en service.
Ouvrons à présent la série de la semaine qui s'articule autour de cette question. Où en est-on avec l'exploitation en régie du terminal à conteneurs de Douala? Le constat, 6 mois après la fin du contrat de la Douala International Terminal et après l'entrée en activité de cette exploitation en régie. Voici donc le constat. Le tout premier, c'est que l'expertise camerounaise n'a point déçu et elle s'est même avérée plus qu'à la hauteur de la tâche. Élément d'appréciation dans cette enquête que signe Lucrèce Mbenga au port de Douala. Plus d'1,6 milliard de francs CFA. La RTC a fait mieux que son prédécesseur à la même période, mais des ristournes ne sont passés par là. Nous avons réalisé 23 982 282 000 francs CFA de chiffre d'affaires en 6 mois. Ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte une ristourne de notre productivité à l'économie nationale et à l'économie des pays de l'Interland que nous desservons de d'1,6 milliard. Mieux encore, la RTC a rempli son cahier de charges vis-à-vis du fisc et de sa hiérarchie. Nous avons également pu verser à l'État 2 558 millions d'impôts au bout de 6 mois. Nous avons versé au PAD en termes de redevances 6 332 942 000 francs CFA. Les experts lui attribuent la mention très bien. Nous sommes presque à 18 sur 20 pour nos frères du terminal à conteneurs. Le ratio d'efficacité logistique est passé de 17 dans les années 2019 à 20 conteneurs par heure. Nous n'avons pas eu d'encombrement portuaire. Pas besoin de dessin, ces chiffres de la RTC parlent d'eux-mêmes. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La suite du journal, nous ouvrons le dossier du 20h30 pour explorer le ciel toujours nuageux et instable pour la compagnie aérienne nationale, la Camerco. Après une dizaine d'années marquées par de fortes tensions de trésorerie, des dysfonctionnements structurels et un endettement abyssal, le chef de l'État vient de décider de l'ouverture de la Camerco aux capitaux privés. Un nouveau paradigme managérial qui s'annonce donc et c'est à explorer après l'échec de plusieurs plans de relance. L'étoile du Cameroun décollera-t-elle enfin cette fois? Les présages à la tour de contrôle. Franck Evina. Son slogan fait pourtant rêver. Mais dans la galaxie des compagnies aériennes, l'étoile du Cameroun n'a cessé de pâlir. Passé la propagande autour du vol inaugural le 28 mars 2011, Camerco va très vite entrer dans une interminable zone de turbulence. En prenant les plombs dans l'aile, la compagnie aérienne nationale verra d'abord se succéder à la tête de son directoire des ressortissants néerlandais, puis des nationaux. 6 directeurs généraux en 10 ans, un record d'instabilité managériale, signe d'une gestion difficile. En dépit des perfusions financières reçues sous forme de subventions et de plans de sauvetage, Camerco va continuer à piquer du nez. La chute libre frise le déshonneur national à des moments, avec notamment des blocus à Paris et à Addis Abeba, pour non-paiement des factures de maintenance entre autres. En 2016, le ratio flotte employée révèle un déséquilibre budgétivore, avec seulement 3 aéronefs en service à l'époque, l'entreprise employait 700 personnes. À cette même période, alors que Camerco n'assure à peine que quelques vols domestiques, l'État décide d'agir et fait appel à Boeing Consulting pour optimiser la flotte et extendre le réseau des dessertes de la compagnie aérienne nationale. Avec la crise du coronavirus, le ciel s'est davantage assombri pour l'étoile du Cameroun. Une dette abyssale, des pertes colossales, la saignée financière a entraîné la mise en congé technique de 65% des effectifs de la structure. À ce jour, tous les 5 aéronefs de Camerco sont cloués au sol.
Véritable casse-tête, comment donc sortir de cette zone de turbulence sans fin? La Camerco piétine et s'enfonce. Cette énième thérapie présidentielle sur l'apport de capitaux privés apparaît donc comme l'ultime espoir pour éviter le crash. Mais quel levier faudra-t-il au commandement de bord? Quel levier faut-il donc manipuler pour réussir ce nouveau redressement annoncé? Question ce soir à Lucrèce Mabenga. L'étoile du Cameroun peut briller à nouveau dans les cieux. À la suite du président de la République, les experts en veulent pour preuve 4 options. D'abord, la recapitalisation de la compagnie nationale aérienne, montant avancé 200 milliards de francs CFA. Deuxième option, la privatisation de Camerco telle que prévue par les textes. Ce décret-là prévoyait déjà que Camerco devait être privatisé. Mais la gestion de l'État a généré une dette cumulée de 100 milliards aujourd'hui. Notre étoile a perdu quelques couleurs. Les compagnies comme Camerco sont des compagnies dans tout le monde entier à qui sont dévolues des missions de service public. C'est très difficile de concilier le privé avec le public. Troisième option, le triptyque scission, liquidation, privatisation. Il y aurait ce qu'on appelle l'ancienne Camer avec donc la dette, et c'est celle qui serait liquidée, et la nouvelle Camerco avec donc tous les avions, tout le patrimoine utile à l'exploitation. Mais en toute chose, il faut des hommes prêts à faire décoller Camerco. Mettre des dirigeants, des directeurs généraux sérieux, qui réunissent des compétences. Cependant, il faut dire que le contexte actuel, marqué par des pertes sèches dans le secteur aérien du fait du Covid-19, hypothèque la recherche d'un partenaire stratégique sérieux parmi les majors du milieu. On croise les doigts et on espère. Parlons des examens 2020. La fin ce mercredi du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate. Les autres examens officiels se poursuivent à travers le territoire, un contexte propice pour continuer d'interroger l'impact de l'enseignement technique professionnel, un secteur marqué au Cameroun par un établissement pionnier depuis 1958. C'est le lycée technique Charles à Tangana. Si cet établissement m'était compté, suivons le guide Daniel Menanga ce soir. Une histoire qui s'écrit sur la toile de cette figure marquante dans la mémoire du Cameroun. Au commencement, 1958, était le collège technique Charles à Tangana. De la 12e promotion des filles. Les filles faisaient les filières bâtiments, froid et clim, électricité, les années 77. C'était à l'époque de M. Rémi Lelou. Puis au fil du temps, 1973, rétrocession de l'établissement au Cameroun. Le système éducatif s'adapte à l'environnement. Apprendre un métier après le primaire n'est plus réservé aux moins doués, c'est un impératif. C'était très difficile pour les filles. Moi, j'étais parmi les premières. Nous avions été très bien formés à l'époque parce qu'il y avait assez de matériel et de matière d'œuvre. Il y a Mme Nanga qui est à l'étranger, elle a fait dessin bâtiment. Et le désormais lycée technique Charles à Tangana fait valoir son expérience. Quand l'établissement devient le lycée technique Charles à Tangana, certaines filières se sont ajoutées, telles que la IS, l'installation sanitaire, le carrelage, le réseau hydraulique. J'essaie de continuer en améliorant ce qui a été fait. Sous la direction du Cameroun, 14 dirigeants s'attellent à moderniser le cadre de renom dans l'enseignement technique. Les sections commerciales, sciences et technologies du tertiaire intégrées, ainsi que les stages professionnels en entreprise. Mais les ambitions se heurtent à la conservation de cet héritage, menacé par la vétusté. À présent, faisons donc le point de la riposte nationale contre le Covid-19. Monsieur le ministre de la Santé publique, bonsoir et bienvenue sur ce plateau du journal. Bonsoir, madame. Simplement, en quelques points, ce soir, 3 questions essentielles. D'abord, simplement le temps de savoir les chiffres, le fil conducteur du jour. Où en est-on avec les chiffres du Covid-19 aujourd'hui? La tendance est à la hausse, à la baisse? Non, globalement, disons que nous avons stabilisé la courbe. Et pour ceux qui sont d'ailleurs davantage plus
optimistes, nous pouvons dire que nous amorçons quelque peu la descente parce que lorsque nous faisons les simulations, nous avons un nombre moins important de contaminations et également de décès. Aujourd'hui, la fréquentation de nos hôpitaux, si on voit en termes d'occupation des lits, nous sommes simplement à 11,85% d'occupation des lits. C'est dire que la pression qu'il y avait sur nos hôpitaux ne l'est plus depuis quelques jours. Mais cela ne voudrait pas dire que le Covid est terminé. Cela voudrait dire que c'est le moment ou jamais de faire le maximum d'efforts pour pouvoir conforter cette courbe qui est en train de descendre. Et c'est pour ça que nous disons que nous insistons sur les mesures barrières, nous insistons sur le port du masque. Absolument, voilà. Et toutes les autres mesures. D'abord, Monsieur le ministre de la Santé publique, après ce premier point, le nerf de la guerre semble faire débat. Pourquoi y a-t-il autant d'expressions sur les fonds dédiés à cette lutte que vous menez, que mène le gouvernement contre le Covid-19 ? Je dois avouer que moi-même je suis surpris quelque peu pour l'intérêt, mais je pense aussi que c'est ça l'état de droit, c'est ça la transparence que le président de la République a exigé dès le départ de cette pandémie. Et donc nous avons poursuivi avec cette transparence. Nous avons, toutes les fois que nous avons reçu des dons, nous les publions, nous essayons d'organiser des cérémonies pour que les Camerounais suivent en fait les traces. Et ce que nous faisons également, c'est que nous écrivons à ceux qui nous ont fait des dons pour leur dire exactement ce qu'on a fait de leurs dons. Donc ça, c'est traçable. Maintenant, les débats qui se font sur les réseaux sociaux, j'allais dire que c'est normal parce que nous sommes dans un contexte où tout le monde voudrait dire quelque chose, mais... contexte très nocif, il faut quand même le regretter. Voilà. Donc, transparence absolue, et dans la suite de cette bataille, vous annoncez le passage à la troisième phase. En quoi elle va consister? Est-ce qu'on peut entendre par là l'intégration officielle de la pharmacopée traditionnelle, de la médecine traditionnelle? Peut-être si vous me permettez de dire quand même quelque chose sur cette gestion financière. Donner quelques petits chiffres, ne serait-ce que pour... S'il vous plaît, c'était la question. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les centres d'isolement. Le président de la République a instruit que nous construisions dans chaque chef-lieu de région une unité d'isolement. Et comme vous l'avez vu, nous avons inauguré pour Ebolova. On a vu Douala également. De Douala a été inauguré, celui de Bertois sera inauguré bientôt et les autres vont suivre. Ces centres d'isolement, plus un centre à l'aéroport international de Douala, un autre à l'aéroport international de Yaoundé, ça fait 12 au total. Nous sommes dans les 4,8 milliards à peu près sur la construction et l'équipement de ces 12 centres. Maintenant, nous avons également la mise à disposition des fonds à tous les acteurs de prise en charge, notamment au niveau régional. J'entends les gouverneurs des régions, les délégués régionaux en tant que gestionnaires d'incidents, et puis les formations sanitaires qui prennent effectivement en charge les malades. Nous avons pour 2,5 milliards que nous avons transféré directement, et ça aussi, ça peut se voir. Et là aussi, sur le terrain, là-bas, dans les régions, il y a traçabilité, transparence absolue. Puisque ça se fait simplement par des virements, on ne manipule pas. C'est ce que j'allais dire. On ne manipule pas au ministère de la Santé, on ne manipule pas les espèces. Nous avons aussi des acquisitions de tests et intrants pour environ 1,5 milliard aujourd'hui. Nous avons le gros qui est le matériel médical qui a été acquis pour environ 11 milliards. Et ça, nous disons aussi que ce que nous faisons, c'est de faire passer les marchés, parce que nous avons mis en place une commission ad hoc qui étudie et régule ces marchés-là. C'est faire passer les marchés et les factures sont envoyées au ministère des Finances qui paye. Donc, il n'y a pas une caisse au ministère de la Santé publique. Vous aurez comme ça aussi les confinements, c'est-à-dire les mises en quarantaine, et tout cela qui a coûté environ 884 millions. Maintenant, si on revient à cette phase... Des chiffres donc pour un montant global qui avoisine à peu près combien, monsieur le ministre? Aujourd'hui, globalement, nous avons dépensé dans le cadre du Trésor public 19,5 milliards.
Dans le cadre du compte BGFI, environ 2,5 milliards et dans le compte de UBA, 150 millions. Voilà un peu le global des ressources financières. Et cela est traçable, cela est vérifiable si vous le voulez, parce que nous comptons d'ailleurs les publier. Maintenant, si nous partons à cette 4e phase que nous entamons, effectivement, nous comptons, ainsi que le président de la République l'a d'ailleurs précisé, nous comptons sur les médicaments traditionnels améliorés, comme on l'appelle. Et là, nous avons soumis cette question au Conseil scientifique qui a fait des recommandations. Et nous avons tenu une réunion dernièrement avec tous les acteurs, y compris les chercheurs concernés, pour leur dire à peu près que nous n'allons pas suivre les procédures compliquées pour pouvoir valider. Parce qu'il faut simplement que nous ayons une idée de ce qui est là pour vérifier 3 choses. D'abord la toxicité, ensuite... tout de même. Voilà, tout de même. Ensuite, vérifier si ça n'a pas des choses comme les métaux lourds et quelque chose comme ça qui peut être nocif pour l'organisme humain. Et puis, la 3e chose, quelle est l'efficacité du produit? Donc, nous voulons simplement vérifier ces 3 choses et puis les accompagner vers l'homologation. Parce que nous avons mis en place, dès le mois d'avril dernier, une commission spécialisée chargée de l'homologation des médicaments traditionnels améliorés. Et j'ai rappelé à ceux qui sont promoteurs de ces produits que jusqu'alors, nous n'avons pas reçu de dossier d'homologation. Et donc, s'ils ont des difficultés... Assez curieux quand même. Ouais. Face à cette pression qui était quand même perceptible de leur côté. Nous n'avons pas encore reçu de dossier, mais nous avons mis en place une équipe qui va les accompagner peut-être pour pouvoir, s'ils ont des difficultés à monter ces dossiers, pouvoir les accompagner. Mais nous sommes dans une perspective d'accompagnement parce que nous pensons que l'Afrique a son mot à dire dans cette pandémie. Et le président de la République l'a dit également. Reparlons à présent précisément du président de la République et de ce décret sur le prolongement de l'âge de départ à la retraite pour les personnels de santé. Quel changement concret pour votre département ministériel, monsieur le ministre? Alors, j'aurais peut-être, parce que ça c'est le plus important à mon avis, j'aurais dû commencer par là parce que j'ai fait On peut finir par le plus important, voilà. À notre métier aussi. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait des déplacements sur le terrain, effectivement, pour me rassurer de ce que cet important texte a un impact sur le terrain. Et tout ce que j'ai rencontré en termes de personnel du corps de la santé m'ont donné le sentiment qu'ils ont reçu un supplément d'énergie et de motivation. Ils m'ont d'ailleurs donné une lourde mission, celle de transmettre au président de la République, son Excellence Paul Biya. Ils m'ont demandé d'ailleurs de trouver des mots justes et suffisamment chargés d'émotions, chargés de gratitude pour pouvoir lui dire qu'ils sont conscients de l'effort qui a été fait et ils vont être davantage plus, davantage plus commis à la tâche. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs, parce que aujourd'hui, nous avons vu un regain, n'est-ce pas, d'abnégation sur le terrain. Et je crois que cet acte a marqué les esprits au niveau du ministère de la Santé. C'était l'occasion de mettre toute l'émotion nécessaire dans ce message que vous portez de vos personnels auxquels, naturellement, ici, à la CRTV et partout à travers le Cameroun, on lève un grand coup de chapeau, Monsieur le ministre de la Santé publique. Merci d'être venu apporter ces quelques éclairages et comme vous le savez déjà, la CRTV vous est absolument ouverte dans tous ces compartiments et certainement, Monsieur le directeur général le confirmera, pour amener toute l'information nécessaire à la disposition de nos publics. Disons-le simplement que nous n'avons rien à cacher. Le président de la République a voulu que ça soit transparent. Nous sommes transparents et toute personne qui veut avoir des informations peut venir au ministère de la Santé publique. On va lui donner. Nous n'avons rien à cacher. On aurait voulu parler un peu de ce don que vous receviez déjà aujourd'hui et un autre encore de cette compagnie française de transport maritime, de l'agence coréenne de coopération internationale, la COICA, et d'un laboratoire pharmaceutique également. D'importants dons appréciés et appréciables. Oui, effectivement, nous en avions besoin parce qu'il y avait beaucoup de choses qui commençaient déjà à nous manquer sur le terrain. Nous avons d'ailleurs passé des commandes, mais nous attendons. Et ça, c'est donc qui sont arrivés, sont plus
directement redirigé vers le terrain, un peu comme nous avons redirigé aussi ce qui a fait des grabuges dans les réseaux sociaux, les 4000 sacs de riz de Dorka. Donc, je voudrais simplement dire que depuis le 29 avril, on n'est plus en possession du riz Dorka. Nous les avons redirigés vers les régions. Ce n'est pas la nature du ministère de la Santé publique de gérer du riz de toute façon. Merci encore, Monsieur le ministre de la Santé publique, et bon vent dans cette guerre à tout le gouvernement. La fin du 20h30, vous mettez un point final à cette édition, Monsieur le ministre. Le journal était préparé avec la collaboration de Alvin Giselzé. Vous aurez un autre journal sur cette antenne présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné Zra. Je vous quitte encore ce soir sur ces précieux rappels de prudence du président de la République. Prenez soin de vous contre le Covid-19. Rien n'est à épargner, rien n'est à négliger. Très belle soirée sur la CIAR TV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.